Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. Cela fait 5 mois environ qu'il vit avec le ventre ouvert. Les intestins sont exposés à tous les risques d'infection malgré les efforts fournis par ses géniteurs. C'est l'histoire d'un adolescent de 10 ans qui a oublié le chemin de l'école, qui n'a plus eu l'occasion de jouer avec ses camarades ou encore se mouvoir aisément. Il y a de cela près d'un an aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, la question se pose: comment faire pour trouver la solution à son problème? La maladie qui le torture nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'argent et pour sa prise en charge, après la mauvaise chirurgie ou mieux, l'opération ratée dont il a été victime, le petit Jordan, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, est donc sans repère véritablement. Les parents ont épuisé toutes les forces financières et ont tendu la main à tout le monde sans véritable solution. Et la situation de cet enfant reste catastrophique et même critique jusque-là. Nous tenterons de comprendre avec les experts en seconde partie qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui est justement à l'origine de ce qui arrive au petit Jordan il y a un peu plus de 7 mois aujourd'hui. C'est la grosse question de ce soir et c'est le cas social de ce jour pour comprendre également et permettra aujourd'hui aussi de comprendre qu'est-ce qui peut être comme solution pour sa situation. Nous tenterons donc de comprendre tout cela avec nos experts, je l'ai dit. Madame, Monsieur, bonsoir encore et bienvenue à cette autre édition de Regard Social. Il est avec nous déjà sur ce plateau, le papa de Jordan, Monsieur Mboulko Isaïe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ici. Vous êtes parti de Yaoundé pour Douala et pour prendre part à cette émission Regard Social. Tout à fait. Vous êtes le papa du petit Jordan, âgé de 10 ans, Tout à fait. qui est malade. Tout à fait. Et pourquoi il n'est pas avec nous ce soir? Bon, son état de santé ne le permet pas de venir avec moi. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas se déplacer parce que son ventre est encore ouvert. Son ventre est ouvert. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi son ventre est ouvert aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si ce sont les médecins qui ont raté l'opération. C'est ça qui fait que son ventre est encore ouvert. Oui. Comment ça a commencé? Dites-nous un peu. Le ventre ne s'est pas retrouvé ouvert. Il y a eu quelque chose qui a motivé l'opération. Bon, les médecins m'ont dit qu'il y avait les intestins qui étaient percés. Il y avait 2 trous. Quand on l'a opéré, on a sorti 1 litre de pus. 1 litre de pus? Oui, 1 litre de pus. Et ils m'ont appelé, je suis allé voir. Moi-même, j'ai vu avec mes yeux. Bon, après, quand on a fini de l'opération, elle est rentrée dans sa chambre d'hospitalisation. Une semaine après, il ne faisait pas le caca en bas. Bon, ça a commencé à sortir en haut. Et c'est comme ça que le ventre a ouvert. Et tous les fils sont coupés. Alors, ça sortait là où il a été opéré? Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui a créé le pus qu'on a retiré de son ventre? Il souffrait de quoi au départ? Bon, au départ, bon, elle était avec sa mère. C'est sa mère qui me disait que le premier examen qu'on a fait pour l'enfant, on me dit que c'est la typhoïde. La typhoïde? Oui. C'est ça que sa mère me disait au téléphone. Elle lui dit que ça a commencé comment? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Subitement, on a dit qu'on va l'opérer. J'ai dit, si vous allez l'opérer, il faut que je sois là. L'enfant était où? Elle était en Tui avec sa maman. En Tui? En Dans Tui. le BAM, oui. Oui, dans le BAM. Elle était en Tui avec sa maman. Moi, j'étais en voyage au nord. C'était ça. Donc, quand je suis rentré, je suis arrivé là-bas en Tui. J'ai fait 2 jours sans boire l'eau, sans manger. Et pourquoi? Et elles m'ont dit que, parce que je n'ai personne là-bas. Bon, je me suis arrêté seulement à l'hôpital. Quand le docteur m'a dit qu'on va l'opérer, j'ai dit que non. Je ne peux pas accepter qu'on opère mon fils ici. Il faut que je rentre avec lui à Yaoundé. Quand même là où je vis, c'est là où je vais aller faire si on va l'opérer ou on ne va pas l'opérer. Donc, c'est l'argent qui manquait.
Même étant là-bas, j'ai appelé quelqu'un, il m'a donné l'argent pour le transport avant de venir. Quand on arrive à l'hôpital central, on entre directement. Il y a une femme qui m'a appelé, elle me dit qu'amène-le à la Fondation Chantal Biya. On est arrivé là-bas, on a fait 6 jours. C'est là où la maladie a aggravé, parce qu'il manque de moyens. Et c'est comme ça que le docteur est venu me dire que bon, il faut que je voie son ventre. On a percé son ventre là. Il a tiré avec le gros seringue. J'ai vu le pu. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il faut qu'on fasse la radio. Je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Il m'a pris comme ça. Nous sommes partis faire la radio. Sans payer. Ils m'ont aidé. Dès qu'on a fini, il m'a amené directement à l'hôpital central, aux urgences. Et c'est comme ça qu'ils ont programmé l'opération. Le même jour, on m'a demandé qu'il faut qu'on le place le sang. J'ai dit, comme je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que je vais faire donc? J'ai appelé tout le monde. Personne. Dans quel état il était lorsqu'on l'opérait? Bon, elle était maigrie, le ventre était gonflé comme le ballon. Et c'est comme ça qu'il criait toute nuit et jour, pendant 6 jours à la Fondation Chantal Biya. Il criait mon ventre, mon ventre, mon ventre. Et c'est comme ça que je suis avec lui, seul. Il n'y avait personne. C'était difficile pour que les gens viennent nous visiter même. Il y avait un frère là qui amenait un peu de nourriture pour venir me donner. Et il n'entrait pas. C'est moi qui sortais plus tôt pour aller prendre la nourriture. Des fois, quand j'arrive, je trouve l'enfant là par terre. Il veut pisser et ne peut pas se lever. C'est comme ça que je le portais souvent, je le mettais sur le lit. C'est là où la maladie a aggravé. Pendant 6 jours qu'on avait fait là-bas, à la Fondation Chantal Biya. Et quand on décide donc de l'opérer, l'opération réussit? Bon, on a bien opéré, on a bien cousu, c'était bien fermé. Bon, quelques 5 jours après, le ventre a commencé à s'ouvrir. Ça a commencé à sortir le caca par en haut. Comme il a fait 6 jours sans chier par en bas, il ne chiait même pas. C'est quand ça a commencé, ça a commencé à sortir, que le ventre a ouvert. C'était ça. Donc 5 jours après l'opération, oui. Le ventre s'est ouvert avec le caca là. C'est à cause du caca là que le ventre est ouvert. C'était ça. Jusqu'à là, pour que les médecins viennent faire le pansement, ce n'était pas facile. Ils m'ont montré comment je dois faire. Il fallait que je trempe souvent. Mais pourquoi on n'a pas refermé? Non, on n'a pas refermé parce qu'il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Elle était vraiment maigrie. Il restait seulement les os. On ne pouvait pas le remettre encore au bloc pour le réopérer encore. C'est comme ça que le médecin m'a dit que bon, le cas est un peu délicat. Je dois supporter. On doit faire le pansement comme ça jusqu'à que, si ça se ferme, on va le remettre au bloc pour aller arranger les intestins. Alors, après combien de temps vous sortez de l'hôpital pour vous retrouver à la maison? Ça fait déjà 2 mois. 2 mois que vous êtes à la maison? Oui. Donc, l'enfant est à la maison avec un ventre ouvert? Oui. Et comment se fait le pansement? Bon, le pansement, je le lave le matin, je chauffe un peu l'eau, je le lave dans le petit bassin comme le bébé. Et je nettoie les caca là qui sont là. Je nettoie et je fais le pansement. Le pansement que j'ai commencé à faire là, c'est là-bas que j'ai aussi appris. Je voyais comment les médecins faisaient. Vous faites quoi? Ils faisaient le pansement. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai triché. Des fois, quand ils ne sont pas là, c'est moi-même seul qui fait le pansement. Des fois, ils viennent me trouver. Donc vous avez vu les infirmiers lui faire le pansement à l'hôpital et vous étiez là à regarder comment ça se passait? Oui, c'est étant là-bas. Vous êtes retrouvé en train de pratiquer ça aujourd'hui à la maison? Oui, c'est étant là-bas que j'ai commencé à faire le pansement. Des fois, quand ils sont occupés là, et quand l'enfant, tu sais que quand il mange, ça sort, ça lui brûle la peau, surtout les liquides là, ça lui brûle la peau, il crie avec.
Et c'est comme ça que je peux les mettre dans l'eau, je le trempe, je le lave, je nettoie. Après, je fais le pansement. Des fois, les médecins viennent me trouver en train de faire le pansement et récemment. On me dit, tu es devenu docteur. Félicitations, c'est comme ça qu'on me dit souvent. Et c'est comme ça que je faisais. Bon, à un certain moment, ils m'ont dit que, bon, voilà la maison, l'hospitalisation, l'argent trop élevé. Parce que vous parlez de l'hospitalisation. L'hospitalisation, la chambre. Oui, la chambre. Elle coûte cher. Ça coûtait cher. 10 jours, 35 000. Là-bas. 10 jours, 35 000. Donc, j'ai fait 2 mois, 2 jours. Plus 6 jours que j'ai fait à la fondation Chantal Biya. En tout, 2 mois, 9 jours que j'ai fait là-bas. Et qui a payé ça? Bon, on n'a pas payé. On n'a pas payé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Les médecins m'ont dit que, bon, trouve un peu tout ce que tu trouves, tu viens nous donner. C'est comme ça que j'ai un peu... ils m'ont aidé, les gens m'ont aidé un peu, je suis venu payer. Jusqu'à là aujourd'hui, je lui dois encore beaucoup d'argent. Et comment vous allez faire pour payer puisque vous ne travaillez pas? Je n'ai pas le moyen. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à payer l'argent, le reste d'argent qui reste, gloire à Dieu. Alors, vous m'aviez dit que vous êtes un ancien vendeur à la sauvette. Oui, exactement. Je suis vendeur à la sauvette. Vous avez épuisé vos économies pour chercher à résoudre le problème de votre enfant? Avant de l'amener à l'hôpital même, tout ce que j'avais était fini. Avant d'entrer à l'hôpital central même. Puisque quand j'étais au nord là, tout l'argent que j'avais, j'ai envoyé seulement à sa mère de l'amener à l'hôpital. Donc tout l'argent était fini. Pour remonter ici à Yaoundé, ce n'était pas facile. C'est mon petit frère qui m'a envoyé l'argent pour venir ici à Yaoundé. Et sa maman m'appelle en pleurant au téléphone que l'enfant est en train de partir. Il faut vite rentrer. Et c'est comme ça que je suis quitté en catastrophe pour venir à Yaoundé. Vous vous êtes battu pour que l'enfant se retrouve à la maison. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé. Comment vous faites pour le nourrir puisque vous êtes à la maison, vous vous occupez de son pansement tous les jours? Combien de fois vous faites ce pansement? Le pansement, je le faisais 4 fois par jour. 4 fois? Oui. Des fois, ça arrive comme ça, même à minuit. Même à minuit, je fais le pansement. Parce qu'il n'y a pas le moment fixe de faire le pansement. Quand ça arrive, quand ça le brûle là, il faut que j'enlève. Et c'est comme ça que je vis avec lui. Et vous mettez quoi quand vous parlez de pansement? Bon, le pansement, je mets à l'hôpital, je faisais le kaolin, je mettais le kaolin. Ce sont les médecins qui m'ont dit qu'il faut que je mette souvent le kaolin pour que la peau là ne se brûle pas, que ça ne fasse pas mal. Mais avec tout ça, ça faisait toujours. Quand il mange, le caca sort partout, ça traverse. Je lui mets la couche, vous savez la couche que moi je lui fais. C'est comme ça que j'ai volé avec lui, étant là-bas jusqu'à la maison. C'est votre premier enfant? Oui, oui, je peux dire que le premier enfant. Et quand vous le voyez coucher avec un ventre ouvert, vous vous dites quoi? Oh, les espoirs sont perdus? Ça, vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Quand je le vois comme ça, là, c'est les larmes qui sortent. Parce que je vois ses amis jouer devant la maison là-bas. Là. Ça me fait mal quand lui, il est couché dedans. Il aimait jouer au football avant la maladie? Il aimait trop le football. Il aimait trop le football. Chaque fois quand j'arrive là-bas, papa, tu ne m'as pas acheté le ballon. Et papa, tu m'avais dit que tu vas m'acheter le ballon. Jusqu'à ce que je l'avais acheté, le maillot avec les godasses pour jouer avec ses amis là-bas en Suisse. Et depuis qu'il est malade, il a oublié tout ça? Ah, il a oublié tout ça. Il pense toujours. Il me dit toujours souvent que
Papa, quand je vais guérir, je vais encore reprendre le football. Je lui ai dit, maintenant, là, tu es sûr que tu vas te lever? C'est ça que je lui dis souvent. Mais par la grâce de Dieu, tu vas te lever. Tu vas reprendre, je vais t'acheter encore le Guadas, tu vas jouer comme les autres. Si Dieu permet, c'est ça que je lui dis souvent. D'accord. Alors, vous avez rencontré les membres de la famille, de votre famille, pour vous accompagner dans la prise en charge de l'enfant, puisqu'il est question qu'on opère cet enfant à nouveau. Non, je n'ai personne. Il a déjà un ventre ouvert. Il faut chercher à refermer ce ventre-là. Je n'ai personne. Le rendez-vous, c'est demain. Le 11, le dernier contrôle. Le 11 septembre. Le 11 septembre. Le dernier contrôle, c'était le... C'est vrai que ce n'est pas une bonne date pour les Américains, mais quand même. Le 11 du mois passé, et le dernier contrôle. Le docteur m'a donné un mois. Il me dit, le 11, vous venez. S'il mange et qu'il a pris encore de poids, s'il arrive moins à 30 kilos, on va voir comment, si on peut encore ouvrir le ventre là et refermer. Donc les intestins là sont tous percés partout là, les caca sortent. Et c'est dehors là. Oui, c'est dehors. Des infections? Bon, je le contrôle bien, hein, parce que je mets souvent le gant. Je ne touche pas avec les mains. C'est suffisant? Oui. Il y a aussi le salé que je nettoie avec. C'est exactement ce qu'ils font là-bas, c'est ce que moi j'ai fait à la maison. Alors, donc à l'hôpital, j'utilise l'aloe vera et le kaolin? Non, l'aloe vera c'est après. Après, quand je suis sorti de l'hôpital. Parce que quand je mettais les kaolins simples, ça allait brûler toujours. Mais quand je mets l'aloe vera là, ça ne brûle pas. C'est tout un budget. Oh, pour trouver même d'abord l'aloe vera à Yaoundé, ce n'était pas facile. Il faut aller loin pour chercher. Donc à chaque fois, à chaque pansement. Jordan voudrait retourner à l'école. Je l'ai entendu dire ça. Exactement. Mais il faut qu'il soit en bonne santé. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il cherche. Il me dit que l'école va commencer quand. Et tant à l'hôpital là-bas, je lui ai dit l'école est encore loin. Mais si plaît à Dieu, tu vas retrouver ta guérison. Et tu vas recommencer l'école. Il n'a que 10 ans. Il n'a que 10 ans. Et il était pas élève, au moyen 1. Au cours moyen. Elle a passé, oui, elle a passé l'année-ci. Alors donc il faut qu'il soit en bonne santé pour aller à l'école dès la rentrée prochaine. Tout à fait. Possible, vous y croyez? Je crois. Si les hommes de bonne volonté m'aident vraiment, je veux que mon enfant là reparte aussi à l'école comme les autres. Vous vous dites quoi? Que vous êtes un parent, un papa qui n'a pas d'enfant ou n'a plus d'enfant, parce que quand vous regardez la situation de votre enfant, vous vous dites il y a ses voisins, ses amis qui jouent partout, mais le vôtre est couché à la maison. Vous dites vraiment il faut penser à faire un autre enfant? Ou bien la préoccupation, c'est d'abord la santé de ce dernier? Première des choses, il faut qu'il trouve d'abord sa santé. C'est ça mon souhait, qu'il retrouve sa santé. On ne peut pas accoucher comme ça et que si ça te dépasse, tu les abandonnes. Pour le moment, j'ai 2, le garçon et la fille. Donc, je me suis séparé de sa mère. Sa mère a encore fait les enfants ailleurs, mais nous sommes toujours associés sur nos enfants. Elle aussi n'y fait rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez faire comme activité? Ce n'est que mon métier que je sais là. C'est seulement ça que je fais. Le commerce? Le commerce, le petit commerce que je marche avec je suis ambulant. Je vends les chaussures. Alors, si on vous trouve autre chose à faire pour gagner un peu d'argent, vous serez prêt à je serai prêt à faire. Je serai prêt à faire. Parce qu'il vous faut beaucoup d'argent pour prendre en charge cet enfant. Oui, il faut vraiment l'argent.
pour que l'enfant là retrouve sa santé. Alors, vous allez regarder la caméra qui est devant vous là. Tout le monde entier dans cette caméra. Vous parlez à ces gens qui vous regardent. Vous leur dites exactement ce que vous voulez pour votre fils et pour vous-même. Bonsoir mes frères camerounais et tout le monde entier. Que Dieu vous bénisse d'abord. Ce que je voulais demander ici, de venir à mon aide, les hommes de bonne volonté, s'ils peuvent venir vraiment à mon aide. Surtout la première dame, Madame Chantal Béa, la mère des orphelins. C'est ça. Vous êtes de quelle localité dans le Septentrion? Français là. Quelle est la langue, le patois que vous parlez là-bas? Le patois, c'est Mada. D'accord, vous pouvez parler en Mada. Vous adressez à vos frères également. Vous leur dites quelque chose? Bon, on est d'un fait à la forum Mugala. Anga kaka communiquer avec la com. Zé Walan de va. J'ai que me voulu ça attaque quelque comme Vous leur avez dit quoi? Je les ai dit, j'ai dit à mes frères, Mada, s'ils comprennent, s'ils me voient à la télé, qu'ils viennent aussi à mon aide. D'accord. Vous êtes le papa de Jordan, Jordan qui est âgé de 10 ans et qui vit avec le ventre ouvert depuis un peu plus de 5 mois aujourd'hui. Faute de moyens financiers, il est difficile pour qu'il reprenne les formes parce que les médecins ont demandé qu'il ait un peu plus de force pour une énième opération, question de refermer son ventre. Et tous les risques qu'il court aujourd'hui, les risques d'infection carrément, on les observe puisque vous êtes devenu un aide-soignant par occasion. Vous vous occupez de votre enfance, vous qui lui faites le pansement tous les matins, tous les jours, pratiquement 2 ou 3 fois par jour. Il faut le faire et vous êtes sans emploi carrément. Pour le moment, je ne fais rien. Vous ne faites rien. Je suis toujours à côté de lui. Donc chaque fois quand il a mal, quand il sent mal, il faut que j'enlève. Je fais le pansement. Vous attendez éventuellement qu'on vous apporte à manger? Oui. Les voisins vous accompagnent. Vous avez parlé au monde entier qui vous a écouté. Sans doute les âmes de bonne volonté vont vous accompagner dans cette opération. Il faut que cet enfant retrouve le sourire, comme les enfants de son âge qui jouaient au football avec lui et qui depuis quelque temps n'arrivent plus à le voir parce qu'il est malade, il est alité carrément. Nous vous invitons justement à découvrir les habitants du lieu dit Pemi Tinga à Yaoundé. C'est dans le 2e arrondissement de la capitale politique, Yaoundé justement. Peine donc à comprendre ce qui arrive à ce petit enfant, Jordan, carrément, qui aujourd'hui n'arrive plus à se mouvoir aisément comme les enfants de son âge. Il est difficile pour lui, difficile également pour ses parents de pouvoir joindre les deux bouts parce qu'il faut qu'il prenne un peu de poids pour être pris en charge par des médecins puisqu'il faut refermer son ventre qui est carrément ouvert depuis plusieurs mois aujourd'hui. Madame, Monsieur, c'est ce que nous vous proposons. Une enquête qui a été réalisée avec la caméra de Joël Sengue et la touche particulière de Dani Roaren Z2. Juste après, nous allons... La Aloès Vera et le kaolin pour que ça ne le brûle plus. Mais avec tout ça, souvent ça traverse, ça le brûle. Donc, même le médecin m'a apprécié par rapport au travail que j'ai fait avec l'enfant. La génitrice se souvient que la maladie de Jordan débute alors qu'elle est au village, en Tui, avec son fils et loin du mari, parti se chercher à Yaoundé. Il commence, maman, je sens froid. Je dis que tu sens froid comment? Il fait chaud dehors, toi tu sens froid comment? Il me dit qu'il part, il prend les chaussettes, il prend le pull, il porte, il se couche sur le sol. Il demande que toi tu as froid, tu te couches sur le sol encore. C'est comment, même si tu as visionné, tu ne t'assois pas sur la chaise. Il me dit que non, maman, il veut me coucher ici, là, il sent bien ici,
Après la nuit, il quitte là où il dormait avec ses soeurs. Ils viennent tomber sur moi. Il me dit que maman, je veux mourir, je veux mourir. Il dit que tu veux mourir, qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à vomir. Fait la diarrhée, vomit, tout le lit était à mouiller. Je me dis que Seigneur veut faire comment à l'heure si. C'était à minuit, j'ai appelé son père me dit que pas à l'hôpital. Il dit qu'à l'heure s'il n'y a même pas la moto, il n'y a pas la voiture. Comme on a fini de causer, et je me suis efforcée. J'ai commencé à cogner les voisins. Il y a un voisin là-bas, il avait la voiture. J'ai supplié, il lui a dit que mon frère, pardon, il n'est même pas l'argent. Ici, là, son père va envoyer l'argent le matin. Il nous a pris, on est parti à l'hôpital Sankara de Ntui. Cette soirée-là était très mouvementée. Parce que sans moyens financiers, la solution était difficile. Pour qu'on prenne même soin de nous, on dérangeait pour l'argent. L'argent était dans mon téléphone. Il y a une fille qui m'a aidée. Elle m'a aidée, elle m'a donné d'abord 10 000. On a pris d'abord les premiers soins. On a fait, on l'ancre avec Jordan, on tape son ventre. Son ventre fait poum poum poum, comme le ballon. On m'a envoyé d'aller chercher les sondes. Je cherche les sondes partout d'un tuyau, je ne trouve pas. C'est à 4 heures du matin que je trouve les sondes. À 4 heures du matin que je trouve les sondes, on place les sondes. Quand on place les sondes, sur le puits, les trucs sales sortaient. Vert, oui. Donc je mettais seulement dans le pot et partais verser. C'est comme ça que le ventre a commencé un peu à baisser. Le matin, on dit que c'est la typhoïde. Typhoïde, les levures et le palu. On a commencé à donner le traitement. Mais le docteur venait toujours insister qu'on doit amener. Il dit que la typhoïde gonfle le ventre comme ça. Il dit que non, on doit amener toujours au bloc. Mbulko Effaye, le papa du petit Jordan, passe le temps à contempler les photos de son fils dans ses beaux jours. Visiblement séducteur et intelligent à l'école, Effaye voit les ambitions qu'il nourrissait pour son fils s'émousser à cause de cette maladie dont les facteurs perturbent l'esprit de la génitrice. Son docteur me dit que le matin, on doit opérer l'enfant ici. Il dit même que mon docteur, on doit seulement opérer l'enfant. C'est quelle maladie? Il me dit. Sans savoir la maladie, il me dit que non, on doit seulement opérer l'enfant. Si le ventre est déjà gâté, j'appelle son père. C'est la nuit. Je dis à son père qu'on dit que demain matin, on doit amener Jordan au bloc. Il me demande quand on t'a dit que c'est quelle maladie. Je dis qu'il ne sait pas. On ne m'explique pas. On dit seulement qu'on doit l'amener au bloc. Le papa, qui n'a pas souhaité que son fils soit opéré à l'hôpital de Ntui dans l'Ombam, s'est rendu à Yaoundé dans une formation sanitaire de fortune. Et c'est là-bas que la situation s'est aggravée. Il m'appelle seulement que Jordan est en train de partir, Jordan est en train de partir. Jusqu'à, il m'appelle le matin, il me dit que entre seulement dans ta chambre, tu pries. Peut-être, je ne sais pas si Jordan va sortir vivant. Je lavais les habits comme ça et laissé. Je suis seulement resté là dans la chambre toute la journée. J'appelle, il me dit qu'ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore sortis jusqu'à vers les 17h30. Il me dit qu'ils sont sortis. Je lui demande qu'il parle même. Il me dit que oui, même un peu, il parle. Je suis venue trouver. Moi-même, je n'avais plus l'espoir. J'ai seulement demandé, il lui a demandé que tu es sûr que Jordan, là où il est couché, là, il va vivre. Il lui a dit que moi, ce que Dieu va faire, il fait. Moi, j'ai enlevé le cœur. Je suis même tombée, évanouie là-bas. Il dit que je ne sais pas. Ou c'est quelle maladie, je ne sais pas. Le petit Jordan, qui a laissé l'école en classe du cours moyen 1, veut y retourner, mais la solution est difficile, faute de moyens financiers. Après une semaine, il me dit qu'il y a les insertions, ça sort les caca, ça ne se ferme pas.
Il m'a même appelé, il m'a dit que le ventre s'est ouvert encore. Cela a été dépassé. La vie de cette famille est au ralenti. Le papa de Jordan a même perdu son emploi à cause de la maladie qui terrorise son premier fils. Jordan ne reçoit plus les soins médicaux à cause de l'absence de moyens financiers. Son papa, transformé en aide-soignant, se débrouille comme il peut, lui administrant toutes les propositions qui lui parviennent. La famille vous tend la main, tout en espérant qu'un jour, Dieu opérera un miracle pour le retour à la santé de Jordan. Difficile justement de vivre cette pareille situation, une situation comme celle que nous vivons en ce moment. Il s'agit là du petit Jordan qui vit avec son ventre carrément ouvert. Il a besoin d'aide pour pouvoir sortir de cette situation. Et pour en parler, nous avons nos invités déjà en plateau. Tante de Paul Fils, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes psychologue et consultant, on va le dire. Vous avez suivi le reportage, d'abord le témoignage de son papa, du papa de Jordan. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Alors, un être humain normal sera ému face aux images et aux témoignages que nous avons suivis tout à l'heure. J'ai été personnellement très secoué en suivant le témoignage et en voyant ces images. Je voudrais commencer par lui tirer le chapeau, dire que c'était un monsieur brave. Parce que si je me souviens bien de l'histoire, à un moment donné de l'évolution de la maladie de cet enfant, lui n'était pas sur place. Et puis, ce qu'il a décrit, c'est que le ventre avait pris du volume. Et puis l'enfant a commencé par se plaindre vraiment, au point de penser qu'il allait en mourir, en pleurant aux côtés de sa maman. Et que par la suite, lui, il est entré en scène. Et il a pris le relais. Après, vraiment, je mets entre parenthèses les interventions qui ont été faites au niveau de l'hôpital pour le moment, pour dire que quand vous voyez cet enfant aujourd'hui, et tel qu'il a été décrit au début, vous voyez quand même qu'il y a un travail qui a été fait, et on peut espérer. Mais il y a une souffrance réelle qui a été observée. Vous voyez, la mère, elle est tombée évanouie parce que la souffrance était tellement intense qu'elle ne pouvait pas la contenir et son système a coupé le lien entre elle et son fils à ce moment précis. Ça, vous voyez un peu le degré de la souffrance qu'elle endurait. Et le monsieur, lui, il a dit à un moment donné que il souhaite, il est dans le souhait, il n'est pas dans le projet. Donc il souhaiterait que son enfant soit guéri et qu'il reprenne ses activités normalement. Alors, vous permettez que je présente d'autres invités qui sont avec nous ce soir. Docteur Tapa Roger, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous avez votre micro juste à côté de vous. D'accord. Bonsoir Flavien et bonsoir à tous les téléspectateurs de ce soir. Oui, vous êtes médecin de santé publique et c'est de par votre expérience d'ancien responsable des formations sanitaires publiques de l'époque que je vous ai invité pour partager avec nous ce que vous aviez vu par le passé. C'est à peu près des cas que vous avez vécus. Comment est-ce que vous les avez gérés? Ça fait partie des raisons de votre invitation ici. Et lorsque vous avez suivi ce reportage et surtout le témoignage du père de l'enfant, ça devrait susciter en vous quelque chose de positif ou de négatif, je ne sais pas trop. Ça suscite quelque chose de positif et de négatif. Le positif, c'est déjà de voir un père qui n'a pas fui devant ce genre de situation. Vous pouvez constater que dans notre société, beaucoup d'hommes vont abandonner la mère avec un enfant dans cet état et s'en aller. Mais c'est plutôt agréable de voir quelqu'un qui
se consacre à suivre cet enfant malgré la grandeur du problème. Ce qu'il faut lui faire remarquer ici, c'est que beaucoup d'hommes, même des grands hommes aujourd'hui, ont été malades dans l'enfance au point où on demandait à leurs parents, en tant qu'Africains, d'aller les mettre au bord de l'eau, c'est des serpents. Et aujourd'hui, ils sont des grands hommes dans la vie. Ça fait penser qu'il faut garder espoir et qu'il faut continuer. C'est pas fini pour le petit. Et donc, je crois que c'est l'aspect positif. Maintenant, si on revient à vous parler là de mes expériences dans les formations sanitaires, ça y a 30 ans bientôt. Si on revient à cette expérience, tout se passe comme si c'était hier. On n'a pas évolué du tout. Au contraire, on a beaucoup régressé. Et ça fait mal. Vous voyez, dans un contexte où la société n'est pas structurée sur le plan santé, il ne faut pas qu'on se le cache, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de système d'indigence, il n'y a pas de système de prise en charge des gens dans le besoin. Il faut remarquer que pendant 30 ans, rien n'a été fait jusqu'ici. D'accord. Parce que on parlera de l'assurance santé universelle telle que vous voulez l'évoquer en ce moment. Tout à fait. Même s'il y a eu déjà des premiers accords, donc il faut le rappeler aussi. Alors, merci d'être venu sur ce plateau. Docteur Ona, bonsoir. Bonsoir Flavien. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé par ici. Vous êtes chirurgien général. Oui, vous êtes enseignant à la faculté de médecine de l'Université des Montagnes. Exact. Également. Votre ancienneté dans votre spécialité nous a permis de vous contacter parce que c'est pour comprendre justement ce genre de cas, de pathologie. Une opération qui se déroule, difficile de refermer le ventre, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est effectivement c'est un cas pathétique, même si c'est ce que nous vivons au quotidien, même si ça n'atteint pas ce degré. Disons que c'est une complication de l'intervention. La seule chose que nous pouvons déplorer, c'est que les confrères qui ont engagé le travail n'ont pas pensé à la possibilité d'une complication. Il ne s'agit pas nécessairement d'une erreur ou d'une faute, non. C'est que c'est lié, les complications sont liées à ce type d'intervention et elles peuvent être légères ou graves, voire gravissimes comme c'est le cas. Et avant d'envisager donc ce genre de traitement, on devrait dans la tête se préparer à parier à ces différentes complications ou si cela ne peut dépasse nos capacités, savoir passer la main à des personnes aguerries ou habituées à ce genre de trucs. Et comme mon confrère, le docteur Tapa, le disait, au-delà de l'aspect économique ou de la prise en charge, ce que nous déplorons ici, c'est le coup de fouet qu'on fait dans notre odontologie. Nous cédons le pas aux non-professionnels pour nous remplacer dans une tâche ardue pour laquelle nous avons juré d'exercer, avec ou sans les moyens. Donc, le problème n'est pas nécessairement les finances. Il y a quand même qu'il faut un peu de charité. Parce que si je ne peux plus, j'abandonne, non, ça va, c'est une démission. Et on n'a pas le droit de démissionner. On n'a pas le droit de démissionner à partir du moment où on a juré donner la vie, sauvegarder la vie, préserver la vie. Le serment d'Hippocrate. Voilà, nous avons juré et ça, quelle que soit la situation, on ne peut passer le service à quelqu'un qui n'a pas été. Parce que ce papa, en dehors du traumatisme,
c'est comme si c'est une punition pour lui. Le fait d'être géniteur, il est obligé de faire ce qui... Non, mais ça, c'est quand même... on a dépassé un peu les normes à ce niveau. Et c'est ça qui inquiète dans cette situation. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose d'étrange. On peut trouver la solution. Oui, docteur, mais nous voulons comprendre. C'est peut-être parce que l'enfant est arrivé à l'hôpital dans un état critique. Si. Il fallait tout de suite trouver une solution. Et l'une des solutions était l'acte chirurgical. Si. Et comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à rétablir l'enfant dans sa forme, je veux dire, poudre le ventre, je le dis comme ça pour faciliter la compréhension, et que 5 jours après, que tout cela lâche? Alors, oui, l'histoire est simple. De prime abord, c'est une péritonite dans le jargon médical. Péritonie veut dire inflammation de la cavité abdominale, des organes de l'intérieur. C'est une péritonite et effectivement, nous savons que cette péritonite se fait dans ça veut dire qu'il y a des microbes. Et effectivement, les réparations dans un milieu septique où il y a des microbes sont difficiles à tenir. Donc quand vous les faites, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réussir cela. Et même dans ces cas, on peut toujours avoir ce qu'on appelle fistule. Et quand il y a les fistules, il y a des possibilités aussi de gérer ces fistules. Bien sûr, ça va déjà, ça demande des mains expertes. C'est déjà la spécialité là. Il est vrai que dans notre environnement, tout le monde opère, oui, en urgence, comme c'était le cas. C'est évident qu'on le fasse, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais une fois on trouve ceci, on doit déjà envisager les possibilités. Surtout que c'est dans les 5 jours, c'est arrivé. Donc, c'était le lieu d'envoyer. Vous me diriez que vous allez me dire qu'effectivement, il est allé jusqu'à l'hôpital central où on a toutes ces spécialités. Même, justement. Oui, mais c'est que quand les choses s'aggravent, maintenant, interviennent d'autres éléments. Et l'élément primordial ici, c'est la nutrition. Vous voyez que cet enfant est complètement dénutri. Ce que nous appelons marasme. Marasme, c'est-à-dire qu'il manque des protéines, il manque des éléments énergétiques. Pas parce qu'on ne le nourrit pas, parce que à l'intérieur, la maladie est en train de ronger. Les microbes consomment en même temps que lui. Donc, il y a 2 éléments qui consomment ses réserves et lui-même, il est allé jusqu'à l'autodestruction. Vous voyez que la peau est sur les os. Ça veut dire que les muscles sont affaiblis. Pas affaiblis, c'est en train de fondre. C'est en train de se consommer. L'organisme est en train, a fini et manque d'aliments et se consomme ces éléments. Vous ne pouvez faire aucune réparation ici si on ne remet la nutrition en marche. Et quand on va remettre la nutrition, l'organisme va revenir, alors il y a les éléments maintenant pour fermer, pour réparer. Parce que le médecin, le professionnel, aide seulement l'organisme à se réparer. L'organisme en soi se répare. N'a pas besoin de nous pour se réparer. Mais on met les éléments pour que l'organisme se répare. Quand tous ces éléments sont détruits, nous pouvons tout mettre, rien ne fera. Parce que nous n'allons pas créer. Alors, docteur Tapa, Ona a évoqué un aspect important qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est-à-dire, si vous avez un cas sous la main, il faut le suivre. Même si on sait quand même que ce n'était peut-être pas un responsable de l'hôpital qui le suivait,
mais ça reste quand même que c'est un médecin qui suivait l'enfant. Le laisser dans cet état, aujourd'hui, c'est le papa qui s'occupe du pansement, simplement parce qu'il n'a pas de moyens pour le ramener là-bas tous les 2 ou 3 jours. Ça reste quand même aussi une équation difficile. Tout à fait difficile. Il faut aller un peu plus loin dans l'analyse de cette situation pour comprendre un certain nombre de faits. Vous savez, ça pose un problème social, économique, professionnel et même structurel de notre société. Vous voyez, au niveau de l'hôpital, libérer un enfant dans cet état, c'est déjà le gros problème. Qui a ordonné d'envoyer un enfant comme ça à la maison? C'est ça la question. C'est ça la question. Maintenant, au niveau de l'hôpital, si on le garde, les parents n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre de prendre en charge ce cas d'indigence? Parce qu'on parle de l'assurance, des trucs, c'est trop beau, je dis toujours. Mais il y a chaque formation sanitaire, il y a des petits services sociaux. Oui, bien sûr. C'est à ça qu'on se reconnaît comme citoyen. Les gens payent des impôts, ils doivent bénéficier quand même de la protection des biens et des personnes. Et ça, on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Il y a une fuite des responsabilités ici. Il y a un problème structurel. Vous ne pouvez pas n'être pas à mesure dans les grands hôpitaux comme l'hôpital central d'avoir un petit service des indigences qui prend en charge des cas comme ça et parler d'une assurance universelle. Vous parlez de quoi? Il faut commencer par ce qu'on peut faire et envisager les grandes choses. Envoyer donc l'enfant en cet état à la maison, c'était déjà une grosse erreur parce que la chaîne de solidarité est rompue. C'est-à-dire que même sur le plan social, ce n'est pas acceptable pour qu'on envoie un enfant comme ça à la maison. Maintenant, il est à la maison abandonné à lui-même. Ça, c'est autre chose. Et ça pose, une fois de plus, l'organisation structurelle de nos sociétés. Il y a des services sociaux dans notre organisation. Mais à quoi servent ces services sociaux si on veut vivre des cas comme ça? Ce n'est qu'un petit reflet de ce qu'on vit. Dans le pays, on a beaucoup de cas comme ça. Les enfants comme ça, ils sont nombreux. On a pu voir celui-ci, mais il y a beaucoup, même en zone rurale, un peu partout. Allez dans les sociétés, les communautés reculées, vous allez découvrir des choses assez désagréables. Et c'est là surtout que vous avez longtemps travaillé dans ces différentes communautés, je veux dire, à l'époque. Tout à fait. Voilà. Parce que pour bien comprendre ce problème, il faut aller dans les communautés. Il faut descendre, toucher du point comment les gens vivent. Parce qu'au Cameroun, on est un peu artificiel quand il s'agit de la prise en charge. Excusez-moi le terme, on survole la prise en charge. Il y a des déterminants fondamentaux qu'il faut regarder si on veut vraiment prendre en charge les problèmes. Les enfants comme ça, ils devaient avoir un petit cadre, même si on est obligé de créer des émissions nobles comme celle-ci peut-être pour assister les enfants comme ça. Mais est-ce que c'est parce que l'État est incapable d'en faire? On peut avoir une structure d'assistance au public. Il y a des pays qui font, vous allez en Occident comme aux États-Unis, vous allez voir les food banks, c'est-à-dire qu'on collecte la nourriture pour ceux qui n'en ont pas. Il y a des boxes au carrefour où on met les choses pour des gens qui n'en ont pas. Ça n'a besoin d'aucune structure, c'est la solidarité personnelle, c'est social. D'accord, sur le plan pathologique quand même, le médecin, je veux dire, le parent nous raconte, dit que le médecin dit que l'enfant souffrait des amibes, je veux dire la typhoïde et des lévures, et tout cela a amené son ventre à prendre du volume. C'est bien possible? Vous pouvez penser à tout maintenant. Une occlusion peut entraîner le même problème. Une parasitose, comme on a évoqué avec les amibes et tout ça, c'est trop facile de vouloir caricaturer. Il peut y avoir des causes multiples qui ont conduit à ça. Ça, on ne le saura pas là maintenant. Mais c'est bien possible que les parasitoses ou bien créent même une occlusion, hein, et qui crée ce genre de problème. Parce que ça commence à gonfler, à rejeter quand il ne peut plus éliminer normalement. Mais il faut quand même plusieurs mois, des années peut-être. Non. C'est des situations aiguës, très aiguës. Et si l'intervention n'est pas rapide, l'enfant va partir. Si vous arrêtez le transit intestinal, c'est presque un arrêt de mort. Donc, c'est des situations aiguës et urgentes. Donc, il ne faut même pas croire qu'on peut garder pour le faire après. Ici, il ne faut pas rechercher la faute technique. Il faut regarder qu'est-ce qui a été fait sur le plan
de la prise en charge globale. Et c'est là où on déplore. Parce que déjà, l'accident peut arriver, quelles que soient les dispositions techniques que vous prenez. Mais qu'est-ce qui a été fait après? C'est ça qui devient intriguant. C'est ça qui devient intriguant. D'accord. Alors, tendez Paul Fils, vous comprenez bien que les parents sont affectés au même titre que l'enfant qui est malade. Parce que la maman dit elle a perdu connaissance lorsqu'on lui a dit que son fils était dans cet état. Elle qui a vu le début de la maladie et le papa qui voit la suite, elle quitte, elle se déplace, elle arrive à l'hôpital, elle n'arrive pas à voir son enfant. On lui dit l'enfant est en salle d'opération. 10 jours après, la situation s'aggrave, la mère, elle perd connaissance. Oui, c'est le stress qui peut entraîner ce type de réaction parce que lorsqu'on est exposé à des souffrances qu'on ne peut pas contenir, l'organisme s'arrange à couper le lien. Et parfois, on peut se retrouver dans des cas d'évanouissement, comme c'est le cas pour cette maman. Mais il faut aussi dire que quelquefois, lorsque on est exposé à ce type de souffrance, certaines personnes qui n'ont pas suffisamment de ressources sur le plan psychologique à pouvoir être résilients face à une telle situation, il y a un comportement de fuite qui se met en place. Parfois, le garde-malade a du mal à regarder son malade dans les yeux. Il n'arrive pas parce qu'il y a une souffrance qui est communiquée. Et donc, ça peut affecter les soins que ce dernier est supposé apporter à son malade. Et nous voyons que le cas du papa, c'est un cas vraiment exceptionnel parce qu'il a pu trouver des ressources pour ne pas couper ce lien et continuer à s'investir malgré la difficulté. Il a évoqué un autre aspect. Il dit qu'ils ne sont plus ensemble. Je veux dire, le père et la mère ne sont plus ensemble, mais la maladie leur a permis, ou alors a amené les deux parents à se remettre, parce qu'il faut chercher la solution à cette pathologie qui traumatise leur fils. Justement, on peut encore apprécier cet aspect des choses, parce que le soutien social, quand on est face à une telle situation, cet enfant-là a besoin d'être soutenu socialement. C'est-à-dire la présence des siens, le papa, la maman, les proches, c'est extrêmement important, mais aussi l'indigence financière, la complexité de la gestion de la situation, les moyens humains que cela nécessite. Je voudrais que les parents d'abord se rapprochent pour arriver à trouver des solutions ou bien mettre en place des stratégies, des moyens à leur niveau pour que la vie de leur enfant soit préservée. Mais il faut dire que les deux seulement, ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure, les médecins ont évoqué le fait qu'on a observé l'absence de l'abnégation et de l'engagement, du respect du code de déontologie des médecins qui ont laissé partir cet enfant. Mais il faut dire que lorsqu'on travaille dans une institution hospitalière, on est un employé. On peut être face à un cas, on essaie de faire ce qu'on peut. Et on peut aussi être limité sur le plan financier, matériel, oui, dans ces mouvements. Et c'est pour cela que la dimension structurelle est importante. C'est-à-dire que c'est des choses qui doivent être planifiées, organisées au niveau de l'État pour prévoir justement la prise en charge ou le relais ou les structures de soutien ou d'aide aux personnes indigentes, comme c'est le cas ici, pour que ce soutien social dont je parle ici
puisse être effectif et que finalement ces malades-là puissent bénéficier des soins qu'il faut. Parce que vous voyez, c'est vraiment la complication, c'est post-opératoire et on déplore l'absence de suivi post-opératoire. On a évoqué la nutrition. Il fallait tout un programme d'accompagnement, qu'est-ce qu'il doit manger, comment est-ce qu'on doit s'en occuper, ainsi de suite. Est-ce qu'il devait toujours rester à l'hôpital pour ce suivi post-opératoire? Est-ce qu'il fallait qu'il soit à la maison? Et s'il est à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, toutes ces choses-là devaient être clairement définies de façon formelle pour que le père ne soit pas en train d'essayer des choses, parce qu'il essaye des choses. Je ne sais pas si c'est aussi recommandé, aloe vera, kaolin et tout le reste. C'est des choses qu'il essaye aussi parce qu'il est buté. Et parfois, peut-être, il n'est pas suffisamment accompagné pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Et justement, il est avec nous sur ce plateau, il n'est pas parti. Est-ce qu'on vous a dit concrètement ce qu'il faut donner à l'enfant pour qu'il retrouve les formes avant la prochaine opération? Vous avez dit que vous avez rendez-vous avec le médecin le 11 septembre, c'est-à-dire demain. Est-ce qu'on vous a dit concrètement ce qu'il devrait manger pour retrouver les formes? Bon, on m'a dit là-bas qu'il doit manger 5 fois par jour. Oui, quoi exactement? La bouillie de soja, le matin à 7h30. À 8h30, il doit manger la nourriture, le poisson, même avec le riz, bon, avec la sauce d'arachide. À 13h aussi, il doit manger. À 14h, à 15h30, il mange. 20h aussi, il mange. Et vous lui donnez tout ça? Je n'ai pas. Je n'arrive même pas à donner d'abord. Voilà. C'était vraiment Disons, oui, difficile justement. Non, difficile et puis aussi, je ne voudrais pas tirer sur le corps médical parce que vous savez, quand la voiture vous renverse en route, vous avez beau maudire la voiture, on vous remettra dans la voiture pour aller à l'hôpital. Donc, tirer sur le corps médical alors qu'on doit repartir toujours à l'hôpital, c'est peine perdue. Mais disons d'avance que la nutrition à ce niveau, pour que cela passe par voie orale, il faut bien que l'intestin puisse digérer. Or, la fistule se trouve au niveau du petit intestin. Quand je regarde là, la fistule se trouve au niveau du petit intestin. Ce monsieur a beau donner tout ce qu'on demande, ça va ressortir sans être absorbé. Donc, on doit comprendre que au-delà de la nutrition orale, on a déjà dépassé cette phase. Cet enfant doit être nourri parentéralement. Et c'est ça qui fait le coup ici. Vous savez, 1 kilo, ça dit 1000 grammes de viande. C'est autour de 3000, n'est-ce pas? Environ, oui. En 3. Mais quand vous divisez en 10, ça fait 300 grammes. Ça dit à 100 grammes égale 300 francs. Mais quand vous prenez 10 grammes par voie parentérale, c'est au-delà de 10 000 francs. Le petit flacon pour avoir 10 grammes de viande, c'est au-delà de 10 000 francs. Il faut donner à cet enfant de la viande par voie parentérale. Donner l'huile qu'on met dans la nourriture par voie parentérale. Une cuillerée à café d'huile par voie parentérale, c'est autour de 30 000. Le coût pour nourrir cet enfant avant l'intervention est énorme. Et ce monsieur ne peut pas. Ne peut pas. Et nous devons comprendre ça. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire ce qui n'est pas possible. Le médecin qui lui demande n'est pas capable. Parce que si je prends un fonctionnaire, il touche combien? Un spécialiste, il n'a pas 300 000 francs. Donc il ne peut pas nourrir cet enfant en une semaine avec son salaire. En une semaine, avec tout son salaire, il ne peut pas nourrir cet enfant. Alors, vous demandez à quelqu'un qui n'a rien.
Et il va pas, la preuve, l'enfant continue à se ruiner. Le souhait ici, c'est que l'enfant rentre dans le circuit médical pour que nous reprenions notre fonction. Et par tous les moyens, il faudrait que cet enfant rentre dans le circuit, qu'on prenne le temps que cela nécessite pour nourrir cet enfant. À la phase où il est, tous les éléments sont en moi. Le sang est en moi. L'élément de défense est en moi. L'élément nutritionnel est en moi. Tout est en moi et on doit apporter ça à l'extérieur. Avec effectivement le concours des psychologues, parce que actuellement il faut donner l'espoir à cet enfant. Il parle, il a les besoins. Lui, son besoin, c'est l'école. Donc, pour que sa psychologie tienne, il faut qu'on lui promette la possibilité de reprendre l'école ou de faire l'école immédiatement. Au moins sur ce côté, le stress est fini, le stress étant un élément destructeur qui s'ajoute. Et dès que l'état nutritionnel va se remettre, maintenant demain, c'est les b.a.-ba de la chirurgie digestive. D'accord. Il y a à côté de ce que vous évoquez, on voit bien que c'est le papa qui s'occupe du pansement, de nettoyer. C'est pas possible. Dans quelles conditions c'est pas possible. Il y a le risque d'infection en même temps, docteur Tapa. Oui, il y a un risque d'infection en même temps, mais soyons réalistes. Qu'est-ce qu'il peut dans ces conditions? Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et vous ne pouvez pas demander plus que ça. Il n'a même pas appris à faire ce qu'il fait. C'est un acte de bravoure incroyable. Ça, c'est un cas de figure, un cas d'école qui devait instruire les gens, ne pas baisser les bras dans les situations même les plus difficiles. Quelqu'un qui n'a jamais fait une formation médicale quelconque, qui se retrouve avec un cas comme ça et qui se débrouille. L'infection est en second plan. C'est-à-dire que c'est sauver l'enfant. Si ça peut sauver l'enfant, tant mieux. Je l'ai toujours dit, nous, on n'a pas exploité suffisamment ce que nous, on avait en Afrique. Et il est temps que les gens comprennent que même à côté des solutions médicales, les gens peuvent se débrouiller quand ils sont coincés. J'ai dit, ça c'est un cas de figure. L'enfant ne serait même plus peut-être en vie s'il ne le faisait pas. Parler d'infection, de tout ce que vous voulez, cet enfant est en vie grâce aux efforts fournis par son père. Et ça, c'est à saluer. Donc, je crois que le problème ici, ce n'est pas les conditions dans lesquelles, c'est comment supporter l'action de ce papa dans ces conditions. Qu'est-ce que nous, on va faire à partir de maintenant, qu'on se rend compte qu'il est seul avec ce fardeau depuis longtemps? Qu'est-ce qui doit être fait? Ça doit être pas seulement institutionnel, c'est pas un problème de l'État, c'est un problème de cœur, c'est un problème individuel, c'est un problème de société. Et justement, puisqu'on va aboutir à la prise en charge, à la solution, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour cet enfant, lui qui a besoin de retourner à l'école, mais pour retourner à l'école, il faut qu'il soit en bonne santé. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà résoudre les problèmes évoqués par le docteur Wona. C'est fondamental que si la cellule ne peut pas se réparer, tout ce que vous donnez, c'est inutile. Donc il faut commencer par résoudre le problème nutritionnel. Il faut commencer par résoudre ce problème nutritionnel. Maintenant qu'on voit, malgré les conditions dans lesquelles le pansement est fait, on peut peut-être se tromper, mais ça a l'air stable. Ça a l'air stable. Donc on peut saisir cette opportunité pour essayer de rééquilibrer cet enfant sur le plan nutritionnel. C'est bien possible. C'est bien possible aujourd'hui avec toutes les méthodes. Ce qui est bien ici, c'est que l'enfant avale encore. Et c'est bien. C'est vrai qu'il n'absorbe pas tout, mais en absence des gros moyens qu'on peut utiliser à l'hôpital, on peut toujours utiliser d'autres moyens pour essayer de remonter cet enfant. Mais l'idéal serait qu'il rentre dans les milieux hospitaliers IP qui sont équipés pour faire ce genre de travail. Ça ira un peu plus vite et un peu plus sûrement. Docteur Wona, on voit bien à travers l'image tout à l'heure comment les intestins bougent. On savait bien que les intestins bougent dans le ventre parce que le ventre est fermé, mais là il est ouvert et tout ce mouvement-là, quelqu'un peut carrément s'asseoir devant lui et observer comment ça se passe. C'est toujours un autre risque en même temps. Il faut peut-être trouver une solution et ça peut être laquelle?
Non, la solution ne peut pas se trouver à la maison. Ça ne peut se trouver qu'à l'hôpital. Quand il y a une fistule, nous avons ce que nous appelons des poches qu'on appareille pour recevoir les déchets. On appelle colostomie, c'est-à-dire qu'on refait un autre anus artificiel et on reçoit et on enlève, on décharge régulièrement, on remet et en même temps on nourrit l'enfant. C'est vraiment, je crois que mon rôle ici, c'est de dire à ce papa que son fils, la résistance de cet enfant commande que nous soignons l'enfant. Donc il y a espoir. Et c'est vrai, ça demande beaucoup de moyens, mais le plus tôt possible, il faut que cet enfant rentre dans une formation hospitalière. On n'a pas besoin d'un hôpital de 5 étoiles ou non. Une formation, c'est les hommes, c'est plutôt ceux qui sont dedans, ce qu'ils savent faire. Et à partir de là, on met les moyens et puis en 3-4 semaines, l'état s'améliore et puis on commence à fermer. Il ne faut pas aussi aller avec beaucoup de zèle en croyant que une fois je vais fermer, ça va tout de suite prendre. Ça peut encore rater. Ça, ce n'est pas le problème n'est pas l'échec. Le problème est de savoir que c'est possible, cette complication. Mais quand la complication est là, qu'est-ce que je fais? C'est en fait là le problème. S'il y a échec, j'ai encore telle possibilité, mais à la fin, on réussit. On va refermer ce ventre. Il y aura, même en ayant refermé, il y aura d'autres complications qui vont toujours être là, qu'on pourrait gérer. Mais on peut remettre cet enfant de sorte qu'il reprenne ses études et qui mène la vie et qui libère ce monsieur pour pouvoir chercher les moyens pour le nourrir. D'accord. Tant qu'il devient infirmier, en tout cas garde-malade, dont il n'y aura personne pour trouver les finances, et finalement, la fin, c'est qu'on évolue vers la mort. En fait, c'est ça. Ce qu'on a voulu faire là, c'est dire, ce qui va arriver, et puis bon, vous vous libérez, et puis vous pleurez, et puis c'est tout. Mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord. Alors, Esaïe, ça vous rassure quand même, ou alors vous êtes rassuré qu'il y a une solution. Mais il faut simplement un peu de moyens pour que tout revienne à la normale. Tout à fait, comme le docteur venait de dire. C'est exactement ce qu'on me dit à l'hôpital. Quand l'enfant doit se nourrir bien de la nourriture cocaïne, qu'il mange bien. Après, vous avez lui parlé des protéines. Oui. Parce que vous avez parlé. C'est ça qu'on me disait à l'hôpital. D'accord. Alors, tendez Paul Fils, ce monsieur a rendez-vous avec le médecin demain, c'est-à-dire le 11, mais il est dans l'impossibilité de pouvoir partir parce qu'il manque de moyens financiers. Donc il faut, comme d'habitude, amener les âmes de bonne volonté qui sont sûrement en train de nous suivre en ce moment, de faire le geste comme d'habitude. Oui, je n'ai fait que le dire depuis le début qu'il était souhaitable que ce monsieur soit soutenu. Mais je voudrais, peut-être avant d'insister sur cet aspect, préciser que la force qu'il peut davantage avoir proviendrait du fait qu'il puisse avoir un peu le plan, qu'est-ce qui est envisagé comme plan pour que finalement son enfant recouvre la santé. Je crois qu'il y a quelques éléments qui ont été évoqués ici qui lui permettent déjà d'y voir clair. Donc, il peut déjà se projeter, il ne sera plus dans le souhait. Parce que quand on est dans le souhait, quand on est dans le projet, on sait que voilà, la première étape, c'est peut-être de le nourrir, c'est clair, resserrer. Mais quelles sont les personnes, les ressources, autant pour moi, qui vont être mobilisées
pour que finalement ce projet clair soit réalisé. Et je pense que c'est là où votre question a tout son sens. Ce monsieur, il est dans l'incapacité de pouvoir couvrir les charges qui nous permettent d'arriver au premier arrêt. Le premier arrêt, c'est que les muscles et tout cela soient reconstitués et que la deuxième intervention soit faite. Et c'est là où je pense que nous sommes à l'émission. Il faudrait que ceux qui nous écoutent puissent véritablement agir pendant qu'il est encore temps pour que cet enfant-là soit sauvé. Vraiment, nous sommes prêts à apporter notre appui. Sur le plan psychologique, quand l'urgence sera gérée, c'est-à-dire les soins somatiques, et que l'enfant va être sur pied, eh bien, le relais sur le plan psychologique sera nécessaire. Mais même pendant qu'il est là, il faudrait qu'il se projette aussi. Parce que c'est quand on se projette qu'on a la force. Pour qu'il se projette, il faudrait, par exemple, qu'il sache que, voilà, quand il va finir, voilà l'école où on va le mettre, voilà, il y a ses amis, par exemple ses camarades, je ne sais pas s'ils viennent souvent lui rendre visite. Il faudrait qu'il reste dans l'ambiance de cet univers-là des enfants, qui ne soit pas complètement coupé de ses amis, de ses camarades. Tout à l'heure, il a évoqué qu'il va aller à l'école. Je l'ai aussi vu, je l'ai vu avec un maillot, le maillot que vous lui avez acheté. Et moi, j'ai ri un peu, parce que ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que malgré tout, il met quand même le maillot que son papa lui a acheté. Et vraiment, cela prouve qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour cet enfant. Et je partage le même sentiment que vous. La description qu'on a eue au début et les images de la fin, je vois qu'il y a quand même un gros travail qui a été abattu par son papa. Et donc, vraiment, on pense qu'il y a espoir. Il y a vraiment espoir. Cet enfant-là sortira de cette situation. D'accord. Docteur Tapa, oui. Nous sommes dans la phase des solutions ou des propositions de solutions, mais on sait quand même que pour une solution, il faut des moyens d'accompagnement. Tout à fait. Le nerf de la guerre. Oui. Ce que je veux dire, c'est il faut commencer par les moyens qui sont rapidement mobilisables et disponibles. Vous voyez, ici à Douala, quand il y a l'incendie dans un quartier, les gens composent le numéro de téléphone et attendent le pompier. Hein? Mais si vous allez dans un village, c'est tout différent. C'est chacun qui soit avec un seau, il court à la rivière, il revient avec un seau d'eau et les gens montent sur le toit et partout. Et du coup, l'incendie est maîtrisé. C'est ce qu'on devait faire. Le sens de la solidarité, ce n'est pas appeler les pompiers qui sont sophistiqués. Ça, c'est trop sophistiqué en termes de solidarité. La solidarité, c'est apporter, mettre la main dans la pâte, pouvoir faire ce qui est à votre niveau. C'est ça qui manque à notre société, comparé aux autres sociétés qu'on voit ailleurs. Moi, j'ai des exemples que je copie et que j'aimerais voir pratiquer dans ma société. Que les gens comprennent qu'on ne donne pas parce qu'on a beaucoup ou bien parce qu'on a trop. On donne parce qu'on veut voir le sourire, on veut partager et qu'on comprenne que l'argent ne sert finalement à pas grand-chose que ça. Et qu'on puisse aider les uns et les autres. On n'est pas obligé de connaître quelqu'un pour l'aider. On est obligé de participer à quelque chose de bien. C'est ça aussi, écrire notre nom dans la vie. Donc on ne vient pas seulement pour... On écrit notre nom et il faut l'écrire de façon positive. Donc, peu importe les moyens que les gens peuvent avoir, il faut que les gens comprennent que quand il faut mettre la main à la pâte pour sauver un enfant comme celui-ci, on doit se grouiller pour faire ce qu'on peut à son niveau. À vous entendre parler, on comprend, ou alors on a l'impression que tout de suite là, vous aurez déjà un geste à faire pour cet enfant. Sans problème, je n'ai pas de problème pour faire des gestes. Je suis très heureux d'être parmi ceux qui vont faire les gestes et qui peuvent contribuer au sourire de cet enfant le lendemain. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. D'accord. Vous n'allez pas m'en vouloir parce que je sais que vous allez faire la même chose en tant que responsable d'une structure sanitaire aussi. C'est aussi simple, comme dit le docteur Tapa, on ne doit pas penser seulement à de l'argent. Celui qui a des solutés
peut apporter des solutés. Celui qui a des totamines, des flacons de totamines, peut apporter. Celui qui a une formation sanitaire comme moi, je peux apporter le séjour. Tout à fait. Dès demain, là, je peux l'accueillir dans C'est les ma seaux d'eau du formation. village que je parle. C'est ça l'essentiel. Ouais. Et maintenant, à partir de là, les choses tombent et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, peut-être la seule difficulté qu'aura, c'est le fait qu'ils doivent encore changer de localité. Et peut-être c'est ça qui peut être Un obstacle. un obstacle. Mais sinon, pas du tout. sinon pour moi, l'accueillir dès demain, ça ne me poserait. Offrir une salle et que mon personnel remplace le monsieur. Je peux bien Alors, si changer de localité est un début de solution, ça vaut la peine, Isaïe? Vous pouvez partir de Yaoundé pour Douala et on vous offre une formation sanitaire qui va prendre en charge Il n'y a pas de l'enfant. problème. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de c'est où, problème. même si c'est où. Même si c'est mon où vous enfant. partez. Ça, c'est bien. D'accord. Même si c'est où. D'accord. Super. Donc, docteur Ona vous offre un cadre et vous ne serez certainement pas déçu parce que c'est l'une des l'un des vieux spécialistes de la chirurgie générale au Cameroun, qui a d'ailleurs expérimenté ces pratiques à l'extérieur aussi. J'imagine que ce sera une belle occasion pour vous de revivre encore ce que vous aviez fait par le passé et apporter une solution aussi intéressante à cet enfant qui a besoin de retrouver le sourire. Ça serait avec plaisir. Je ne me soustrairai pas. D'accord. Alors, oui, vous voulez ajouter Oui, quelque chose? non, je voulais juste ajouter que sur le plan nutritionnel pour remonter l'enfant, il y a des produits aussi qu'on peut lui donner que je pourrais effectivement supplier pour aider cet enfant à récupérer rapidement. Vous voyez bien que ça vient de partout déjà. Je suis prêt. Ok. Vous êtes prêts? D'accord. Et moi, je vais lui offrir un abri. D'accord. Beaucoup de courage. Pendant qu'il sera dans la ville, il pourra être chez moi. D'accord. Merci beaucoup. Vous allez habiter chez lui pendant que vous serez à Douala pour la prise en charge de votre enfant. Je suis Donc, prêt. vous n'allez pas dormir à la belle étoile. Je suis prêt. Vous êtes prêts? D'accord. Alors, merci déjà pour toutes ces propositions, ou je veux dire ces engagements, parce que c'est de ça que nous avons besoin pour trouver des solutions à ces différents cas que nous avons ou que nous recevons dans le cadre de l'émission Regard Social. Merci à vous, Dr Tapa. Merci beaucoup et c'est avec plaisir qu'on peut de participer à des tâches sociales qui aident les autres à retrouver le sourire. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Docteur Ona, vous êtes parti de Banganté, il faut le dire, à 14h pour prendre part à cette émission. Ça prouve combien vous êtes engagé à soutenir les âmes de bonne volonté et à apporter votre soutien à ceux-là qui ont besoin ou alors qui ont perdu espoir, hein, puisque vous pratiquez ça tous les jours à Banganté, à l'Université des Montagnes. C'est exact. Merci. C'est exact. Merci également. Merci à vous aussi, j'allais dire Tande Paul Fils. Vous êtes psychologue et vous êtes consultant en même temps. C'est déjà une bonne chose d'accueillir Isaïe chez vous. Et nous serons... C'est avec plaisir, hein, beaucoup de plaisir. D'accord. Alors, nous allons passer à autre chose. Question de sortie de cette première, j'allais dire cette seconde partie. C'est un cas social qui a déjà été diffusé sur ces antennes. C'est une dame qui a été victime d'un accident grave et qui aujourd'hui cherche à se remettre, mais faute de moyens également. Elle n'arrive pas, mais c'est la raison pour laquelle, dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure, elle vous tend la main, elle sollicite votre aide pour sa prise en charge également. Juste après, nous allons accueillir... Les journées et nuits sont de véritables cauchemars d'insomnie. Emilienne Ngomakani a mal au point d'en pleurer de toutes les larmes de son corps sous le regard impuissant de sa progéniture. À ses côtés, sa maman de 77 ans, ses enfants, nièces et neveux font tout pour la réconforter. Hélas, il y a longtemps que le sourire de la vie a quitté ce visage. Je suis restée avec mes deux enfants et ma mère. Il y a des jours où on mange, il y a des jours où on ne mange pas, on reste comme ça. Et il faut qu'elle voie les Hors de la douleur qui la ronge depuis des mois, Emilienne Ngomakani
puise tout au fond de son cœur meurtri la force pour implorer votre aide. J'allais dire notre aide. L'aide des âmes de bonne volonté pour la sauver de l'ange de la mort qui rôde autour d'elle. Au sommet de ses 46 ans sonnés, Emilienne Ngoma Kani ne veut pas mourir. Elle veut vivre, et même bien vivre, et surtout en santé, malgré son handicap. Et voilà dans le cas de Emilienne Ngoma Kani, cette dame a la jambe coupée à la suite d'un accident de la circulation qui vous tend la main. Elle a besoin d'une prise en charge optimum et la raison pour laquelle son cas a été présenté ce soir. Et comme vous le savez, et surtout que nous vous disons déjà merci pour votre soutien, des cas que vous soutenez au quotidien qui sont présentés dans le cadre de l'émission Regard Social. Alors pour ce soir également, nous recevons Irène Tembe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Et voilà, nous avons eu le cas de Jordan. Tout à fait. En première partie et en seconde, bien sûr. Il y a eu déjà des contributions pour accompagner Jordan dans sa prise en charge. Tout à fait. Il y a déjà eu des contributions. Nous tenons déjà à saluer nos chers bienfaiteurs qui ont bien voulu mettre la machine de la solidarité en marche. Nous disons déjà merci. Et les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission sont les suivantes. Goula Igna 500 francs, la famille Ngasse-Pierre 2500, Goula Ledjoga épouse Kenye 5000 francs. Aristide 10 000 francs, Yaya Fort 5 000 francs, Monsieur Aboubakar 500, Fangan Jean-Pierre 2 000 francs, Eric Sylvain Djegan 2 000 francs, Cynthia Michel Tega Mémonier 1 000 francs, Jean-Pierre Sagan 2 000, Famille Gamini Joseph 10 000, Payon Chofo Nardine 4 000 francs, Paul Kewa 1 000 francs, Théophile Binda Martial Tamenje 2 500, Sharon 2000, Ame Charitable 20 000, Serge Aimé Moulom 1500, Fopokam Foyem 1000 francs, Anonyme de la Cité des Palmiers 2000, Famille Ngako à Yaoundé 5000, Sidonie Kouakwandi 3500, Thomas Dakin 1000 francs, un Camerounais 500, Josué Merveille Foka Biada 1500, Augustin Chouafi 2000 francs, Marlise Coquette Ngo Nonga 2000 francs, Pauline Laure Silembwe Kwedi 2000 francs, Virginie Odette Numbisi 1000 francs, Monsieur Kana Joseph 2500, Ilain Morel Tachoum 2000, Christelle Diane Kemonier 1000 francs, Josiane Gengan 3000, une chrétienne à Kekem 500 francs, Kamte Séraphin 500 francs, Evelyne Lekane Nanfak 3000 francs, Moïse Aimé Kameni 1500, Madame Fongo de Njombe 2500, Inès Carole Lowe Nono 2000, Mokenyou Delphine 2000 francs, Majolie de Ndorpassi 2 3000 francs, Famille Nouta Dieu de Bambouto 1500, Sikem Gwenet Konyo de Bamenda 10 000 francs, Magras Namenye Mengapte 2000 francs, Ernestine Tiana 2000 francs, Monsieur Longo Ekolo Paul Aimé 10 000 francs, Denise Liokadi de Gwengelieu 3000 francs, Violetta Delon Goupeyou Tchegi 5000 francs, Chérie Elisabeth 10 000, Alphonse Ndiki 3000, Romeo Negemeso 2000, Famille Ondobor 10 000, Joseph Sirandin Kana 2500, Sarabo Mohamadou 2000 francs, Romuald Aimé Thiemame 3000 francs, Ndjouaka Ashley 1500, Ulberine Tchoumke Dachou 2000 francs, Paul Martial Apingandi 2000 francs, Guy Roger Kege Atche 1500, Raïssa Lonsi Kene 1000 francs, Emmanuel Kwamnotue 2000, Marcel Désiré Fopi 5000, Narcisse Fonga Kaleko 4000 francs, Jeanne d'Arc Elisabeth Bailly 800 francs, Martial Bonhomme 1500, Famille Téné à Yaoundé 5000 francs, Rosiane Dissop 1000 francs, Zaché Hubert Chiwa 2000, Valérie Asena Gedi 1500, Cyril Martial Ewodo Vongo 1000 francs, Paul Wambo 30 000, Joël Mélodie et Maha 5 000 francs, Jean-Bernard Kenzo Sedabi 2500, Françoise Massé 800 francs, Senze et Pierre Samet 5 000 francs, Carole Stéphanie Mogen 2 000 francs, Alice Mervein Gangue 2 000, Merci Atingwama 2 000, Jeanne Ditche 2500. Nous avons perçu un montant de 266 100 francs CFA au cours de l'émission. Oui.
Ça, c'est pour le cas de Jordan, le Tout cas à de fait. ce soir qui a Tout à motivé fait. donc, cette émission. Jordan qui vit avec un ventre ouvert et qui a besoin de vous pour sa prise en charge. Merci déjà à ceux qui contribuent et qui ont contribué. Et nous espérons davantage que ceux qui nous regardent vont faire le même geste. Tout à fait. Voilà. Et là, c'est la situation financière de Ngomakani Emilienne. Ngomakani Emilienne. Oui, la situation financière de Madame Ngomakani Emilienne qui est passée dans l'une de nos émissions du 16 juillet 2020. Les différentes contributions perçues sont les suivantes. Fancy André, 5 000. Madame Wandi Choufa, 5 000. Brondol Ndimeli Tchassé, 1 000 francs. Francine TZF de Bonabéry, 500. Donation anonyme, 1 500. Une bienfaitrice de Saab, 3 000. Madame Kamenye Edwige Ladouce, 2 000 francs. Alexis Roméo Naforo, 1 000 francs. Ulberline Tchoumke Danchou, 1 000 francs. Jean-Claude Tiné, 5 000 francs. Bon Samaritain de la Nouvelle Route Bonabéry, 15 000. Gaël Anafak Feko, 2 000 francs. Guevarachio Tongembu de PK16, 2 000. Thérèse Balengombok, épouse Zende, 1 500. Jean-Sylvestre Fundi, 1 000 francs. Madame Geneviève Sanjo du marché central, 10 000. Œuvre de Dieu, 10 000. Madame Samo Sabine, épouse Pondé, 2 000. Un croyant de Yaoundé, 10 000. Famille Guimenzab du lycée Bekoko, 5 000. Une âme sensible, 2 000. Ndjomenye, 10 000. Bienfaitrice anonyme, 5 000. Désiré Kouaté, 1 200. Joël depuis leur pomme, 1 000 francs. Suzy Chedeux, 1 500. L'amour du prochain, 5 000 francs. Jacqueline Gochan, 5 000 francs. Élise, 8 750. Une maman et sa progéniture, 2 000 francs. Laquinfac Aloé, 500 francs. Aristide la Débonnaire, 1 000 francs. Une maman de Simbok, 3 000. Madame Nana, 3 500. Kwewo Lucas Tezotou, 1 000 francs. Retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 5 000 francs. Une bienfaitrice, 2 000. Étudiant de l'ESSEC, filière EPAC 2019, dans le cadre du cours éthique managériale et citoyenne, 50 000 francs. Wanzi Priso de Bouddha, 10 000 francs. Famille bienfaitrice de Sonkok Palorbaba, 5 000 francs. Famille Chamadieu, 20 000 francs. Rose de l'amour, 2 000 francs. Fort Patrick, 5 000. Monsieur Chio, 5 000. Un donateur, 3 000. Une dame, 5 000. La famille Kemenye Emmanuel à Yaoundé, 3 000. Ngodiek, 1 500. Ngononga, 5 500. Choutandila, épouse Ndia, 10 000 francs. Mochue Simo, 2 500. Fille chrétienne de Yassa, 25 000. Jésus t'aime, 5 000 francs. Sarango et Paulet, 2 000 francs. Une chrétienne, 2 000. Bienfaitrice, 3 000. Nadine Mamiafo Lekane, 2 000. Tchafak Zéphirin, 5 000. Un chrétien, 5 000. Ndjombwe Aramatu, épouse Kungo, 2 000. Jules Honoré Ngia Kamkamdem, 2 000. Géraldine Ingrid Kenny, 500. Famille Choumi de Bangé, 5 000. Une étudiante à l'université de Yaoundé 1, 500 francs. Un inconnu, 10 000. Taku Kamkamla, 10 000 francs. Nous avons pour le compte de Mme Ngokamani Emilienne un montant de 407 450 francs CFA. Très bien. Voilà la situation de Ngomakani Emilienne. Ngomakani Emilienne. Voilà, c'est donc un cas que nous avons déjà reçu et qui a besoin de votre soutien. Merci déjà d'être venu sur ce plateau. Merci Flavien. Nous tenons déjà à rappeler les différents numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par SMS le nom du malade pour lequel vous êtes en train de contribuer, votre nom que vous souhaitez qu'on lise à l'antenne et le montant contribué. Encore merci déjà d'avance. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée également à vous. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Georges Mitterrand, Cédric Nana, Eric Watat, Cédric Chouna, Joël Essenge, côté de Yaoundé, Dani Warenze, qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Madame, Messieurs, nous disons merci au public qui est toujours avec nous comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Bonsoir à tous.